Entretien avec un professionnel, Madame El Bichara, manipulatrice radio. Bonjour, je m'appelle El Bichara Siem et je suis manipulatrice en électroradiologie médicale. Il consiste à paramétrer la machine en fonction de l'indication, à accueillir le patient et l'installer, si c'est nécessaire, lui administrer un produit de contraste, puis réaliser l'acquisition et traiter les images. Donc déjà d'un point de vue réglementaire, la limitation de dose pour notre catégorie de travailleurs elle est de 6 millisieverts par an. Donc pour ça on porte des dosimètres au niveau de la poitrine qui nous permettent d'enregistrer cette dose trimestriellement. Et d'un point de vue pratique, en tant que manip, on essaye toujours d'appliquer les trois grands principes de la radioprotection qui sont la distance, le temps et les écrans. Donc on essaye toujours de mettre un maximum de distance entre nous et la source radioactive, de passer le moins de temps près de cette source et dès que c'est possible de mettre un écran entre nous et elle. Et au niveau des locaux aussi, pour nous aider, il y a un zonage qui est fait et qui nous permet d'un coup d'œil de savoir le niveau de dangerosité du lieu dans lequel on se trouve. Oui, les femmes enceintes, par exemple, sont soumises à des règles beaucoup plus strictes au niveau de la radioprotection. Donc elles sont considérées comme faisant partie du public. Leur limitation de dose est de 1 millisievert par an. Donc ça c'est évidemment parce que le fœtus est beaucoup plus sensible au rayonnement ionisant. Donc souvent elles ont le droit à un aménagement de poste. Donc par exemple une manipulatrice qui travaillerait habituellement en radiologie se retrouverait plutôt au scanner où il y a une meilleure protection au niveau des écrans. Oui, il y a par exemple eu le cas d'une manipulatrice en radiothérapie qui s'est retrouvée enfermée dans un bunker de traitement. Donc la seule caméra de la pièce était braquée sur le patient. Donc la manipulatrice n'avait que deux choix qui s'offraient à elle, soit aller au niveau de l'accélérateur d'électrons, donc là où il y a le plus de doses, et ainsi on pourrait la voir face caméra, ou bien rester dans le couloir, mais là-bas il n'y avait absolument pas de caméra pour la voir et donc attendre la fin du traitement. En fait, on ne définit pas de dose à administrer aux patients car il n'y a pas de limitation de dose pour les patients. Le but c'est de faire les meilleures images en délivrant le moins de doses possible. La seule exception c'est la radiothérapie où on va traiter grâce à cette dose. Donc dans ce cas-là, c'est le radiothérapeute qui détermine la dose à délivrer au patient en fonction de l'indication. Oui, il y a déjà eu des problèmes de surexposition des patients, le plus connu étant celui d'Épinal. Depuis, dans certains centres, on a eu l'idée de développer une nouvelle organisation. Donc le patient est muni d'une carte d'identité sur laquelle se trouve une photo de lui, son nom, prénom, date de naissance, mais aussi un code barre. Donc il est demandé au patient de se présenter à chaque séance de traitement avec cette carte. Et le code barre permet d'ouvrir le dossier informatique du patient et sans cette carte, il est impossible de délivrer le traitement. Dans la plupart des centres, ce sont les manipulateurs radio qui effectuent les contrôles qualité quotidiens et hebdomadaires. S'il y a le moindre problème, ils peuvent faire appel à des physiciens qui viennent réparer la machine. Et pour les contrôles qualité un peu plus poussés qui se font plus ponctuellement, ce sont les physiciens qui viennent s'en occuper. Donc les organes les plus sensibles au rayonnement ionisant sont sans conteste les gonades.
Donc une surexposition peut entraîner une infertilité ou bien des malformations dans la descendance. On compte aussi le cristallin, qui est très sensible aux rayonnements ionisants, et une surexposition dans ce cas-là peut entraîner une cataracte. Donc en médecine nucléaire, pour ce qui est de la radioprotection, on est beaucoup plus vigilant qu'ailleurs parce qu'on manipule la source radioactive. Donc on met beaucoup plus d'écran entre nous et cette source, on porte déjà des tabliers plombés. Ensuite, la source radioactive qui se trouve dans une seringue qu'on va injecter au patient, on la met dans un cache plombé, que l'on met ensuite dans une valisette plombée, que l'on met ensuite sur un chariot afin de le déplacer jusqu'au patient. Donc pour mettre un peu plus de distance entre nous et cette source. Une fois qu'on a injecté ce radionucléide au patient, on essaye de passer le moins de temps possible près de lui. Donc le but c'est de tout lui expliquer avant pour seulement lui injecter le produit et ensuite s'éloigner de lui au maximum. Oui, car en médecine nucléaire, la source que l'on utilise, elle a la particularité d'être dispersible. Donc c'est un liquide et le risque c'est de contaminer l'environnement dans lequel on travaille. Donc c'est pourquoi, avant de sortir du service, on est tenu de systématiquement réaliser un contrôle de contamination des extrémités. Donc on se place sur un compteur Gégère qui détermine si nos mains et nos pieds sont contaminés. Si c'est le cas, on doit prendre une douche décontaminante. Donc une douche et ensuite on se recontrôle et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'activité détectée. Pour ce qui est des objets que l'on aurait contaminés, donc par exemple des lunettes ou des chaussures, comme ça arrive bien souvent, on les laisse dans une chambre de décroissance. Donc on les laisse là pendant 10 périodes radioactives du radionucléide responsable de la contamination. Donc c'est le même principe que pour les déchets en médecine nucléaire. Ils sont stockés pendant 10 périodes radioactives selon le nucléide utilisé. Pour ce qui est aussi des toilettes patients, le contenu des cuves est stocké pendant 10 périodes radioactives et ensuite il rejoint le circuit des déchets normaux. Pour conclure, nous avons vu que le phénomène de radioactivité a été mis à jour au siècle dernier par de nombreux savants, et notamment Marie Curie. La radioactivité a apporté de nettes avancées dans de nombreux domaines. La science, la production d'énergie, la datation et la conservation des objets, et surtout la médecine. Mais ces rayons ionisants ont des effets très nocifs qu'il faut contrer sur la matière vivante et la santé de l'homme. Pour cela, des dispositifs et limitations ont été mis en place et modifiés au cours du temps. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux dispositifs mis en place dans le milieu médical et avons constaté leur efficacité et leurs limites. En effet, la science est en perpétuelle évolution et nous pouvons nous demander en ce sens quel est l'avenir de la radioprotection médicale. Merci de votre écoute.